6e nuit. Sire, votre majesté peut aisément s'imaginer qu'Hindbad ne fut pas peu surpris du compliment qu'on lui faisait. Après le discours qu'il venait de tenir, il avait sujet de craindre que Sindbad ne l'envoyât chercher pour lui faire quelque mauvais traitement. C'est pourquoi il voulut s'excuser sur ce qu'il ne pouvait abandonner sa charge au milieu de la rue. Mais le valet de Sindbad l'assura qu'on y prendrait garde et le pressa tellement sur l'ordre dont il était chargé que le porteur fut obligé de se rendre à ses instances. Le valet l'introduisit dans une grande salle où il y avait un bon nombre de personnes autour d'une table couverte de toutes sortes de mets délicats. On voyait à la place d'honneur un personnage grave, bien fait et vénérable, par une longue barbe blanche, et derrière lui était debout une foule d'officiers et de domestiques fort empressés à le servir. Ce personnage était Sindbad. Le porteur, dont le trouble s'augmenta à la vue de tant de monde et d'un festin si splendide, salua la compagnie en tremblant. Sindbad lui dit de s'approcher, et après l'avoir fait asseoir à sa droite, il lui servit à manger lui-même, et lui fit donner à boire d'un excellent vin, dont le buffet était abondamment garni. Sur la fin du repas, Sindbad, remarquant que ses convives ne mangeaient plus, prit la parole, et s'adressant à Hindbad, qu'il traita de frère selon la coutume des Arabes lorsqu'ils se parlent familièrement, lui demanda comment il se nommait et quelle était sa profession. « Seigneur, lui répondit-il, je m'appelle Hindbad et je suis porteur. »« Je suis bien aise de vous voir, reprit Sindbad, et je vous réponds que la compagnie vous voit aussi avec plaisir. Mais je souhaiterais apprendre de vous-même ce que vous disiez tantôt dans la rue. » Sindbad, avant que de se mettre à table, avait entendu tout son discours par la fenêtre, et c'était ce qui l'avait engagé à le faire appeler. À cette demande, Hindbad, plein de confusion, baissa la tête et repartit. « Seigneur, je vous avoue que ma lassitude m'avait mise en mauvaise humeur, et il m'est échappé quelques paroles indiscrètes que je vous supplie de me pardonner. »« Oh, ne croyez pas, reprit Sindbad, que je sois assez injuste pour en conserver du ressentiment. J'entre dans votre situation. Au lieu de vous reprocher vos murmures, je vous plains. Mais il faut que je vous tire d'une erreur où vous me paraissez être à mon égard. Vous vous imaginez sans doute que j'ai acquis sans peine et sans travail toutes les commodités et le repos dont vous voyez que je jouis. Désabusez-vous. Je ne suis parvenu à un état si heureux qu'après avoir souffert durant plusieurs années tous les travaux du corps et de l'esprit que l'imagination peut concevoir. Oui, Seigneur, ajouta-t-il en s'adressant à toute la compagnie, je puis vous assurer que ces travaux sont si extraordinaires qu'ils sont capables d'ôter aux hommes les plus avides de richesses l'envie fatale de traverser les mers pour en acquérir. Vous n'avez peut-être entendu parler que confusément de mes étranges aventures et des dangers que j'ai courus sur mer dans les 7 voyages que j'ai faits. Puisque l'occasion s'en présente, je vais vous en faire un rapport fidèle. Je crois que vous ne serez pas fâché de l'entendre. » Comme Sindbad voulait raconter son histoire, particulièrement à cause du porteur, avant que de la commencer, il ordonna qu'on fît porter la charge qu'il avait laissée dans la rue, au lieu où Hindbad désira qu'elle fût portée. Après cela, il parla dans ces termes. Premier voyage de Sindbad le marin. J'avais hérité de ma famille des biens considérables. J'en dissipais la meilleure partie dans les débauches de ma jeunesse. Mais je revins de mon aveuglement, et rentrant en moi-même, je reconnus que les richesses étaient périssables, et qu'on en voyait bientôt la fin quand on les ménageait aussi mal que je le faisais. Je pensais de plus que je consumais malheureusement dans une vie déréglée le temps, qui est la chose du monde la plus précieuse. Je considérais encore que c'était la dernière et la plus déplorable de toutes les misères que d'être pauvre dans la vieillesse. Je me souvins de ces paroles du grand Salomon que j'avais autrefois ouï dire à mon père. Il est moins fâcheux d'être dans le tombeau que dans la pauvreté. Frappé de toutes ces réflexions, je ramassai les débris de mon patrimoine. Je vendis à l'encan, en plein marché, tout ce que j'avais de meubles. Je me liai ensuite avec quelques marchands qui négociaient par mer et consultai ceux qui me parurent capables de donner de bons conseils. Enfin, je résolus de faire profiter le peu d'argent qui me restait. Et dès que j'eus pris cette résolution,
je ne tardai guère à l'exécuter. Je me rendis à Balsora, où je m'embarquai avec plusieurs marchands sur un vaisseau que nous avions équipé à frais communs. Nous mîmes à la voile et prîmes la route des Indes orientales par le golfe Persique, qui est formé par les côtes de l'Arabie heureuse à la droite, par celle de Perse à la gauche, et dont la plus grande largeur est de 70 lieues, selon la commune opinion. Hors de ce golfe, la mer du Levant, la même que celle des Indes, est très spacieuse. Elle a d'un côté pour borne les côtes d'Abyssinie et 4500 lieues de longueur jusqu'aux îles de Vakvak. Je fus d'abord incommodé de ce qu'on appelle le mal de mer, mais ma santé se rétablit bientôt, et depuis ce temps-là, je n'ai point été sujet à cette maladie. Dans le cours de notre navigation, nous abordâmes à plusieurs îles, et nous y vendîmes ou échangeâmes nos marchandises. Un jour que nous étions à la voile, le calme nous prit vis-à-vis d'une petite île presque à fleur d'eau, qui ressemblait à une prairie par sa verdure. Le capitaine fit plier les voiles et permit de prendre terre aux personnes de l'équipage qui voulurent y descendre. Je fus du nombre de ceux qui y débarquèrent. Mais dans le temps que nous nous divertissions à boire et à manger, et à nous délasser de la fatigue de la mer, l'île trembla tout à coup et nous donna une secousse. À ces mots, Scheherazade s'arrêta, parce que le jour commençait à paraître. Elle reprit ainsi son discours sur la fin de la nuit suivante. 71e nuit. Sire, Sindbad poursuivit ainsi son histoire. On s'aperçut, dit-il, du tremblement de l'île dans le vaisseau, d'où l'on nous cria de nous rembarquer promptement, que nous allions tous périr, que ce que nous prenions pour une île était le dos d'une baleine. Les plus diligents se sauvèrent dans la chaloupe, d'autres se jetèrent à la nage. Pour moi, j'étais encore sur l'île, ou plutôt sur la baleine, lorsqu'elle se plongea dans la mer, et je n'eus que le temps de me prendre à une pièce de bois qu'on m'avait apportée du vaisseau pour faire du feu. Cependant, le capitaine, après avoir reçu sur son bord les gens qui étaient dans la chaloupe et recueilli quelques-uns de ceux qui nageaient, voulut profiter d'un vent frais et favorable qui s'était élevé. Il fit hisser les voiles et m'ôta par là l'espérance de gagner le vaisseau. Je demeurai donc à la merci des flots, poussé tantôt d'un côté et tantôt d'un autre. Je luttai contre eux tout le reste du jour et de la nuit suivante. Je n'avais plus de force le lendemain. Et je désespérais d'éviter la mort, lorsqu'une vague me jeta heureusement contre une île. Le rivage en était haut et escarpé, et j'aurais eu beaucoup de peine à y monter si quelques racines d'arbres, que la fortune semblait avoir conservées en cet endroit pour mon salut, ne m'en eussent donné le moyen. Je m'étendis sur la terre, où je demeurai à demi-mort, jusqu'à ce qu'il fît grand jour et que le soleil parut. Alors, quoique je fusse très faible à cause du travail de la mer, et parce que je n'avais pris aucune nourriture depuis le jour précédent, je ne laissai pas de me traîner en cherchant des herbes bonnes à manger. J'en trouvai quelques-unes, et j'eus le bonheur de rencontrer une source d'eau excellente, qui ne contribua pas peu à me rétablir. Les forces m'étant revenues, je m'avançai dans l'île, marchant sans tenir de route assurée. J'entrai dans une belle plaine, où j'aperçus de loin un cheval qui paissait. Je portai mes pas de ce côté-là, flottant entre la crainte et la joie, car j'ignorais si je n'allais pas chercher ma perte plutôt qu'une occasion de mettre ma vie en sûreté. Je remarquai en approchant que c'était une cavale attachée à un piquet. Sa beauté attira mon attention, mais pendant que je la regardais, j'entendis la voix d'un homme qui parlait sous terre. Un moment après, cet homme parut, vint à moi et me demanda qui j'étais. Je lui racontai mon aventure, après quoi, me prenant par la main, il me fit entrer dans une grotte où il y avait d'autres personnes qui ne furent pas moins étonnées de me voir que je l'étais de les trouver là. Je mangeai de quelques mets qu'ils me présentèrent, puis leur ayant demandé ce qu'ils faisaient dans un lieu qui me paraissait si désert, ils répondirent qu'ils étaient palefreniers du roi Mirage, souverain de cette île, que chaque année, dans la même saison, ils avaient coutume d'y amener les cavales du roi, qu'ils attachaient de la manière que je l'avais vu, pour les faire couvrir par un cheval marin qui sortait de la mer. Que le cheval marin, après les avoir couvertes, se mettait en état de les dévorer, mais qu'ils l'en empêchaient par leurs cris et l'obligeaient à rentrer dans la mer.
que les cavales étant pleines, il les ramenait, et que les chevaux qui en essaient étaient destinés pour le roi et appelés chevaux marins. Ils ajoutèrent qu'ils devaient partir le lendemain, et que si je fusse arrivé un jour plus tard, j'aurais infailliblement péri, parce que les habitations étant éloignées, il m'eût été impossible d'y arriver sans guide. Tandis qu'il m'entretenait ainsi, le cheval marin sortit de la mer, comme il me l'avait dit, se jeta sur la cavale, la couvrit, et voulut ensuite la dévorer. Mais au grand bruit que firent les palefreniers, il lâcha prise et alla se replonger dans la mer. Le lendemain, ils reprirent le chemin de la capitale de l'île avec les cavales, et je les accompagnai. À notre arrivée, le roi Mirage, à qui je fus présenté, me demanda qui j'étais et par quelle aventure je me trouvais dans ces états. Dès que j'eus pleinement satisfait sa curiosité, il me témoigna qu'il prenait beaucoup de part à mon malheur. En même temps, il ordonna qu'on eût soin de moi et que l'on me fournît toutes les choses dont j'aurais besoin. Cela fut exécuté de manière que j'eus sujet de me louer de sa générosité et de l'exactitude de ses officiers. Comme j'étais marchand, je fréquentais les gens de ma profession. Je recherchais particulièrement ceux qui étaient étrangers, tant pour apprendre d'eux des nouvelles de Bagdad que pour en trouver quelqu'un avec qui je pusse y retourner. La capitale du roi Mirage est située sur le bord de la mer. Elle a un beau port, où il aborde tous les jours des vaisseaux des différents endroits du monde. Je cherchais aussi la compagnie des savants des Indes et je prenais plaisir à les entendre parler. Mais cela ne m'empêchait pas de faire ma cour au roi très régulièrement, ni de m'entretenir avec des gouverneurs et de petits rois, ses tributaires, qui étaient auprès de sa personne. Il me faisait 1000 questions sur mon pays, et de mon côté, voulant m'instruire des mœurs et des lois de leurs États, je leur demandais tout ce qui me semblait mériter ma curiosité. Il y a sous la domination du roi Mirage une île qui porte le nom de Cassel. On m'avait assuré qu'on y entendait toutes les nuits un son de timbales, ce qui a donné lieu à l'opinion qu'ont les matelots que Dédjal y a fait sa demeure. Il me prit envie d'être témoin de cette merveille et je vis dans mon voyage des poissons longs de 100 et 200 coudées qui font plus de peur que de mal. Ils sont si timides qu'on les fait fuir en frappant sur des haies. Je remarquai d'autres poissons qui n'étaient que d'une coudée et qui ressemblaient par la tête à des hiboux. À mon retour, comme j'étais un jour sur le port, un navire y vint aborder. Dès qu'il fut à l'ancre, on commença à décharger les marchandises, et les marchands à qui elles appartenaient les faisaient transporter dans les magasins. En jetant les yeux sur quelques ballots et sur l'écriture qui marquait à qui ils étaient, je vis mon nom dessus. Après les avoir attentivement examinés, je ne doutais pas que ce ne fussent ceux que j'avais fait charger sur le vaisseau où je m'étais embarqué à Balsora. Je reconnus même le capitaine. Mais comme j'étais persuadée qu'il me croyait mort, je l'abordai et lui demandai à qui appartenaient les ballots que je voyais. « J'avais sur mon bord, me répondit-il, un marchand de Bagdad qui se nommait Sinbad. Un jour que nous étions près d'une île, à ce qu'il nous paraissait, il mit pied à terre avec plusieurs passagers dans cette île prétendue, qui n'était autre chose qu'une baleine d'une grosseur énorme, qui s'était endormie à fleur d'eau. Elle ne se sentit pas plutôt chauffée par le feu qu'on avait allumé sur son dos pour faire la cuisine, qu'elle commença à se mouvoir et à s'enfoncer dans la mer. La plupart des personnes qui étaient dessus se noyèrent, et le malheureux Sinbad fut de ce nombre. Ses ballots étaient à lui, et j'ai résolu de les négocier jusqu'à ce que je rencontre quelqu'un de sa famille, à qui je puisse rendre le profit que j'aurais fait avec le principal. « Capitaine, lui dis-je alors, je suis ce Sinbad que vous croyez mort, et qui ne l'est pas. Ces ballots sont mon bien et ma marchandise. » Scheherazade n'en dit pas davantage cette nuit, mais elle continua le lendemain de cette sorte. 72e nuit. Sinbad, poursuivant son histoire, dit à la compagnie. Quand le capitaine du vaisseau m'entendit parler ainsi, « Grand Dieu !» s'écria-t-il, « à qui se fier aujourd'hui? Il n'y a plus de bonne foi parmi les hommes. J'ai vu de mes propres yeux périr Sinbad. Les passagers qui étaient sur mon bord l'ont vu, comme moi. Et vous osez dire que vous êtes Sinbad? Quelle audace! À vous voir, il semble que vous soyez un homme de probité
Cependant vous dites une horrible fausseté pour vous emparer d'un bien qui ne vous appartient pas. Donnez-vous patience, repartis-je au capitaine, et me faites la grâce d'écouter ce que j'ai à vous dire. Eh bien, reprit-il, que direz-vous? Parlez, je vous écoute. Je lui racontai alors de quelle manière je m'étais sauvée et par quelle aventure j'avais rencontré les palefreniers du roi Mirage, qui m'avaient amené à sa cour. Il se sentit ébranlé de mon discours, mais il fut bientôt persuadé que je n'étais pas un imposteur, car il arriva des gens de son navire qui me reconnurent et me firent de grands compliments en me témoignant la joie qu'ils avaient de me revoir. Enfin, il me reconnut aussi lui-même, et se jetant à mon cou, « Dieu soit loué, me dit-il, de ce que vous êtes heureusement échappé d'un si grand danger. Je ne puis assez vous marquer le plaisir que j'en ressens. Voilà votre bien. Prenez-le, il est à vous. Faites-en ce qu'il vous plaira. » Je le remerciai, je louai sa probité, et pour la reconnaître, je le priai d'accepter quelques marchandises que je lui présentais, mais il les refusa. Je choisis ce qu'il y avait de plus précieux dans mes ballots, et j'en fis présent au roi Mirage. Comme ce prince savait la disgrâce qui m'était arrivée, il me demanda où j'avais pris des choses si rares. Je lui contai par quel hasard je venais de les recouvrer. Il eut la bonté de m'en témoigner de la joie. Il accepta mon présent et m'en fit de beaucoup plus considérables. Après cela, je pris congé de lui et me rembarquai sur le même vaisseau. Mais avant mon embarquement, j'échangeai les marchandises qui me restaient contre d'autres du pays. J'emportai avec moi du bois d'aloès, de sandal, du camphre, de la muscade, du clou de girofle, du poivre et du gingembre. Nous passâmes par plusieurs îles et nous abordâmes enfin à Balsora, d'où j'arrivai en cette ville avec la valeur d'environ 100 000 sequins. Ma famille me reçut et je la revis avec tous les transports que peut causer une amitié vive et sincère. J'achetai des esclaves de l'un et de l'autre sexe, de belles terres, et je fis une grosse maison. Ce fut ainsi que je m'établis, résolu d'oublier les maux que j'avais soufferts et de jouir des plaisirs de la vie. Sindbad, s'étant arrêté en cet endroit, ordonna aux joueurs d'instruments de recommencer leur concert, qu'il avait interrompu par le récit de son histoire. On continua jusqu'au soir de boire et de manger, et lorsqu'il fut temps de se retirer, Sindbad se fit apporter une bourse de 100 sequins, et la donnant au porteur, « Prenez, Hindbad, lui dit-il, retournez chez vous, et revenez demain entendre la suite de mes aventures. » Le porteur se retira, fort confus de l'honneur et du présent qu'il venait de recevoir. Le récit qu'il en fit à son logis fut très agréable à sa femme et à ses enfants, qui ne manquèrent pas de remercier Dieu du bien que la Providence leur faisait par l'entremise de Sindbad. Hindbad s'habilla le lendemain plus proprement que le jour précédent et retourna chez le voyageur libéral, qui le reçut d'un air riant et lui fit 1000 caresses. D'abord que les conviés furent tous arrivés, on servit et l'on tint table fort longtemps. Le repas fini, Sindbad prit la parole et s'adressant à la compagnie, « Seigneur, dit-il, je vous prie de m'accorder un peu de silence et de vouloir bien écouter les aventures de mon second voyage. Elles sont plus dignes de votre attention que celles du premier. » Tout le monde se tut, et Sindbad parla en ces termes. Second voyage de Sindbad le marin. J'avais résolu, après mon premier voyage, de passer tranquillement le reste de mes jours à Bagdad, comme j'eus l'honneur de vous le dire hier. Mais je ne fus pas longtemps sans m'ennuyer d'une vie oisive. L'envie de voyager et de négocier par mer me reprit. J'achetai des marchandises propres à faire le trafic que je méditais, et je partis une seconde fois avec d'autres marchands dont la probité m'était connue. Nous nous embarquâmes sur un bon navire, et après nous être recommandés à Dieu, nous commençâmes notre navigation. Nous allions d'île en île, et nous y faisions des échanges fort avantageux. Un jour, nous descendîmes dans une de ces îles couvertes de plusieurs sortes d'arbres fruitiers, mais si désertes que nous n'y découvrîmes aucune habitation, ni même aucune personne. Nous allâmes prendre l'air dans les prairies et le long des ruisseaux qui les arrosaient. Pendant que les uns se divertissaient à cueillir des fleurs et les autres des fruits, je pris mes provisions et du vin que j'avais apporté, et je m'assis près d'une eau coulante entre de grands arbres qui formaient un bel ombrage. Je fis un assez bon repas de ce que j'avais.
après quoi le sommeil vint s'emparer de mes sens. Je ne vous dirai pas si je dormis longtemps, mais quand je me réveillai, je ne vis plus le navire à l'ancre. Là, Scheherazade fut obligée d'interrompre son récit parce qu'elle vit que le jour paraissait. Mais la nuit suivante, elle continua de raconter de cette manière le second voyage de Sindbad. 73e nuit. Je fus bien étonnée, dit Sindbad, de ne plus voir le vaisseau à l'ancre. Je me levai, je regardai de toutes parts, et je ne vis pas un des marchands qui étaient descendus dans l'île avec moi. J'aperçus seulement le navire à la voile, mais si éloigné que je le perdis de vue peu de temps après. Je vous laisse à imaginer les réflexions que je fis dans un état si triste. Je pensais mourir de douleur. Je poussais des cris épouvantables. Je me frappais la tête et me jetais à terre, où je demeurais longtemps, abîmée dans une confusion mortelle de pensées toutes plus affligeantes les unes que les autres. Je me reprochais 100 fois de ne pas m'être contentée de mon premier voyage, qui devait m'avoir fait perdre pour jamais l'envie d'en faire d'autres. Mais tous mes regrets étaient inutiles, et mon repentir hors de saison. À la fin, je me résignai à la volonté de Dieu. Et sans savoir ce que je deviendrais, je montai au haut d'un grand arbre d'où je regardais de tous côtés pour voir si je ne découvrirais rien qui pût me donner quelque espérance. En jetant les yeux sur la mer, je ne vis que de l'eau et le ciel. Mais, ayant aperçu du côté de la terre quelque chose de blanc, je descendis de l'arbre, et avec ce qui me restait de vivre, je marchais vers cette blancheur, qui était si éloignée que je ne pouvais pas bien distinguer ce que c'était. Lorsque j'en fus à une distance raisonnable, je remarquai que c'était une boule blanche, d'une hauteur et d'une grosseur prodigieuse. Dès que j'en fus près, je la touchai et la trouvai fort douce. Je tournai alentour pour voir s'il n'y avait point d'ouverture. Je n'en pus découvrir aucune, et il me parut qu'il était impossible de monter dessus, tant elle était unie. Elle pouvait avoir 50 pas en rondeur. Le soleil alors était prêt à se coucher. L'air s'obscurcit tout à coup, comme s'il eût été couvert d'un nuage épais. Mais si je fus étonnée de cette obscurité, je le fus bien davantage quand je m'aperçus que ce qui la causait était un oiseau d'une grandeur et d'une grosseur extraordinaire qui s'avançait de mon côté en volant. Je me souvins d'un oiseau appelé roc, dont j'avais souvent entendu parler aux matelots, et je conçus que la grosse boule que j'avais tant admirée devait être un œuf de cet oiseau. En effet, il s'abattit et se posa dessus comme pour le couver. En le voyant venir, je m'étais serré fort près de l'œuf, de sorte que j'eus devant moi un des pieds de l'oiseau. Et ce pied était aussi gros qu'un gros tronc d'arbre. Je m'y attachai fortement avec la toile dont mon turban était environné, dans l'espérance que le roc, lorsqu'il reprendrait son vol le lendemain, m'emporterait hors de cette île déserte. Effectivement, après avoir passé la nuit en cet état, d'abord qu'il fut jour, l'oiseau s'envola et m'enleva si haut que je ne voyais plus la terre. Puis il descendit, tout à coup, avec tant de rapidité que je ne me sentais pas. Lorsque le roc fut posé et que je me vis à terre, je déliai promptement le nœud qui me tenait attaché à son pied. J'avais à peine achevé de me détacher qu'il donna du bec sur un serpent d'une longueur inouïe. Il le prit et s'envola aussitôt. Le lieu où il me laissa était une vallée très profonde, environnée de toutes parts de montagnes si hautes qu'elles se perdaient dans la nue, et tellement escarpées qu'il n'y avait aucun chemin par où l'on pût y monter. Ce fut un nouvel embarras pour moi, et comparant cet endroit à l'île déserte que je venais de quitter, je trouvais que je n'avais rien gagné au change. En marchant par cette vallée, je remarquai qu'elle était parsemée de diamants, dont il y en avait d'une grosseur surprenante. Je pris beaucoup de plaisir à les regarder, mais j'aperçus bientôt de loin des objets qui diminuèrent fort ce plaisir, et que je ne pus voir sans effroi. C'était un grand nombre de serpents, si gros et si longs qu'il n'y en avait pas un qui n'eût englouti un éléphant. Ils se retiraient pendant le jour dans leurs antres, où ils se cachaient à cause du roc, leur ennemi, et ils n'en sortaient que la nuit. Je passais la journée à me promener dans la vallée et à me reposer de temps en temps dans les endroits les plus commodes.
Cependant le soleil se coucha, et à l'entrée de la nuit je me retirai dans une grotte où je jugeais que je serais en sûreté. J'embouchai l'entrée, qui était basse et étroite, avec une pierre assez grosse pour me garantir des serpents, mais qui fermait de manière à y laisser pénétrer un peu de lumière. Je soupais d'une partie de mes provisions au bruit des serpents qui commencèrent à paraître. Les affreux sifflements me causèrent une frayeur extrême et ne me permirent pas, comme vous pouvez croire, de passer la nuit fort tranquillement. Le jour étant venu, les serpents se retirèrent. Alors, je sortis de ma grotte en tremblant, et je puis dire que je marchais longtemps sur des diamants sans en avoir la moindre envie. À la fin, je m'assis, et malgré l'inquiétude dont j'étais agitée, comme je n'avais pas fermé l'œil pendant toute la nuit, je m'endormis après avoir fait encore un repas de mes provisions. Mais j'étais à peine assoupie que quelque chose qui tomba près de moi avec grand bruit me réveilla. C'était une grosse pièce de viande fraîche, et dans le moment, j'en vis rouler plusieurs autres du haut des rochers en différents endroits. J'avais toujours tenu pour un conte fait à plaisir ce que j'avais ouï dire plusieurs fois à des matelots et à d'autres personnes touchant la vallée des diamants, et l'adresse dont se servaient quelques marchands pour en tirer ces pierres précieuses. Je connus bien qu'ils m'avaient dit la vérité. En effet, ces marchands se rendent auprès de cette vallée dans le temps que les aigles ont des petits. Ils découpent de la viande et la jettent par grosses pièces dans la vallée. Les diamants sur la pointe desquels elles tombent s'y attachent. Les aigles, qui sont dans ce pays-là plus forts qu'ailleurs, vont fondre sur ces pièces de viande et les emportent dans leur nid en haut des rochers pour servir de pâture à leurs aiglons. Alors les marchands, courant au nid, obligent par leurs cris les aigles à s'éloigner et prennent les diamants qu'ils trouvent attachés aux pièces de viande. Ils se servent de cette ruse parce qu'il n'y a pas d'autre moyen de tirer les diamants de cette vallée, qui est un précipice dans lequel on ne saurait descendre. J'aurais cru jusque-là qu'il ne me serait pas possible de sortir de cet abîme, que je regardais comme mon tombeau, mais je changeai de sentiment, et ce que je venais de voir me donna lieu d'imaginer le moyen de conserver ma vie. Le jour, qui parut en cet endroit, imposa silence à Scheherazade, mais elle poursuivit cette histoire le lendemain. 74e nuit. Sire, dit-elle, en s'adressant toujours au sultan des Indes, Sindbad continua de raconter les aventures de son second voyage à la compagnie qui l'écoutait. Je commençai, dit-il, par amasser les plus gros diamants qui se présentèrent à mes yeux, et j'en remplis le sac de cuir qui m'avait servi à mettre mes provisions de bouche. Je pris ensuite la pièce de viande, qui me parut la plus longue. Je l'attachai fortement autour de moi avec la toile de mon turban, et en cet état je me couchai le ventre contre terre, la bourse de cuir attachée à ma ceinture, de manière qu'elle ne pouvait tomber. Je ne fus pas plus tôt dans cette situation que les aigles vinrent chacun se saisir d'une pièce de viande qu'ils emportèrent. Et un des plus puissants m'ayant enlevé de même avec le morceau de viande dont j'étais enveloppée, me porta au haut de la montagne jusque dans son nid. Les marchands ne manquèrent point alors de crier pour épouvanter les aigles, et lorsqu'ils les eurent obligés à quitter leur proie, un d'entre eux s'approcha de moi, mais il fut saisi de crainte quand il m'aperçut. Il se rassura pourtant, et au lieu de s'informer par quelle aventure je me trouvais là, il commença à me quereller, en me demandant pourquoi je lui ravissais son bien. « Vous me parlerez, lui dis-je, avec plus d'humanité lorsque vous m'aurez mieux connu. Consolez-vous, ajoutai-je, j'ai des diamants pour vous et pour moi plus que n'en peuvent avoir tous les autres marchands ensemble. S'ils en ont, ce n'est que par hasard. Mais j'ai choisi moi-même au fond de la vallée ce que j'apporte dans cette bourse que vous voyez. » En disant cela, je la lui montrai. Je n'avais pas achevé de parler que les autres marchands qui m'aperçurent s'attroupèrent autour de moi, fort étonnés de me voir, et j'augmentai leur surprise par le récit de mon histoire. Ils n'admirèrent pas tant le stratagème que j'avais imaginé pour me sauver que ma hardiesse à le tenter. Ils m'emmenèrent au logement où ils demeuraient tous ensemble, et là, ayant ouvert ma bourse en leur présence, la grosseur de mes diamants les surprit. Et ils m'avouèrent que dans toutes les cours où ils avaient été, ils n'en avaient pas vu un qui en approchât. Je priai le marchand à qui appartenait le nid où j'avais été transportée, car chaque marchand avait le sien. Je le priai, dis-je,
d'en choisir pour sa part autant qu'il en voudrait. Il se contenta d'en prendre un seul. Encore le prit-il des moins gros. Et comme je le pressais d'en recevoir d'autres sans craindre de me faire tort, « Non, me dit-il, je suis fort satisfait de celui-ci, qui est assez précieux pour m'épargner la peine de faire désormais d'autres voyages, pour l'établissement de ma petite fortune. » Je passai la nuit avec ces marchands, à qui je racontai une seconde fois mon histoire, pour la satisfaction de ceux qui ne l'avaient pas entendue. Je ne pouvais modérer ma joie, quand je faisais réflexion que j'étais hors des périls dont je vous ai parlé. Il me semblait que l'état où je me trouvais était un songe, et je ne pouvais croire que je n'eusse plus rien à craindre. Il y avait déjà plusieurs jours que les marchands jetaient des pièces de viande dans la vallée. Et comme chacun paraissait content des diamants qui lui étaient échus, nous partîmes le lendemain tous ensemble et nous marchâmes par de hautes montagnes où il y avait des serpents d'une longueur prodigieuse, que nous eûmes le bonheur d'éviter. Nous gagnâmes le premier port, d'où nous passâmes à l'île de Roa, où croît l'arbre dont on tire le camphre, et qui est si gros et si touffu que 100 hommes y peuvent être à l'ombre aisément. Le suc dont se forme le camphre coule par une ouverture que l'on fait au haut de l'arbre, et se reçoit dans un vase où il prend consistance, et devient ce qu'on appelle le camphre. Le suc ainsi tiré, l'arbre sèche et meurt. Il y a dans la même île des rhinocéros, qui sont des animaux plus petits que l'éléphant et plus grands que le buffle. Ils ont une corne sur le nez longue d'environ d'une coudée. Cette corne est solide et coupée par le milieu d'une extrémité à l'autre. On voit dessus des traits blancs qui représentent la figure d'un homme. Le rhinocéros se bat avec l'éléphant, le perce de sa corne par-dessous le ventre, l'enlève et le porte sur sa tête. Mais comme le sang et la graisse de l'éléphant lui coulent sur les yeux et l'aveugle, il tombe par terre. Et ce qui va vous étonner, le roc vient, qui les enlève tous deux entre ses griffes et les emporte pour nourrir ses petits. Je passe sous silence plusieurs autres particularités de cette île, de peur de vous ennuyer. J'y ai changé quelques-uns de mes diamants contre de bonnes marchandises. De là, nous allâmes à d'autres îles. Et enfin, après avoir touché à plusieurs villes marchandes de terre ferme, nous abordâmes à Balsora, d'où je me rendis à Bagdad. J'y fis d'abord de grandes aumônes aux pauvres, et je jouis honorablement du reste des richesses immenses que j'avais apportées et gagnées avec tant de fatigue. Ce fut ainsi que Sindbad raconta son second voyage. Il fit donner encore 100 sequins à Hindbad, qui l'invita à venir le lendemain entendre le récit du troisième. Les conviés retournèrent chez eux et revinrent le jour suivant à la même heure, de même que le porteur, qui avait déjà presque oublié sa misère passée. On se mit à table, et après le repas, Sindbad, ayant demandé un moment d'attention, fit de cette sorte le détail de son troisième voyage. Troisième voyage de Sindbad le marin. Dans les douceurs de la vie que je menais, j'eus bientôt perdu, dit-il, le souvenir des dangers que j'avais courus dans mes 2 voyages. Et comme j'étais à la fleur de mon âge, je m'ennuyais de vivre dans le repos. Et m'étourdissant sur les nouveaux périls que je voulais affronter, je partis de Bagdad avec de riches marchandises du pays que je fis transporter à Balsora. Là, je m'embarquai encore avec d'autres marchands. Nous eûmes une longue navigation et nous abordâmes à plusieurs ports, où nous fîmes un commerce considérable. Un jour que nous étions en pleine mer, nous fûmes battus d'une tempête horrible qui nous fit perdre notre route. Elle continua plusieurs jours et nous poussa devant le port d'une île où le capitaine aurait fort souhaité de se dispenser d'entrer. Mais nous fûmes bien obligés d'y aller mouiller. Lorsqu'on eut plié les voiles, le capitaine nous dit « Cette île et quelques autres voisines sont habitées par des sauvages tout velus qui vont venir nous assaillir. Quoique ce soit des nains, notre malheur veut que nous ne fassions pas la moindre résistance, parce qu'ils sont en plus grand nombre que les sauterelles, et que s'il nous arrivait d'en tuer quelqu'un, ils se jetteraient tous sur nous et nous assommeraient. » Le jour, qui vint éclairer l'appartement de Schahriar, empêcha Scheherazade d'en dire davantage. La nuit suivante, elle reprit la parole en ces termes. 75e nuit.
Le discours du capitaine, dit Simbad, mit tout l'équipage dans une grande consternation, et nous connûmes bientôt que ce qu'il venait de nous dire n'était que trop véritable. Nous vîmes paraître une multitude innombrable de sauvages hideux, couverts par tout le corps d'un poil roux et hauts seulement de 2 pieds. Ils se jetèrent à la nage et environnèrent en peu de temps notre vaisseau. Ils nous parlaient en approchant, mais nous n'entendions pas leur langage. Ils se prirent au bord et au cordage du navire et grimpèrent de tous côtés jusqu'au tillac avec une si grande agilité et avec tant de vitesse qu'il ne paraissait pas qu'ils posassent leurs pieds. Nous les vîmes faire cette manœuvre avec la frayeur que vous pouvez vous imaginer, sans oser nous mettre en défense, ni leur dire un seul mot, pour tâcher de les détourner de leur dessein, que nous soupçonnions d'être funeste. Effectivement, ils déplièrent les voiles, coupèrent le câble de l'ancre, sans se donner la peine de la retirer. Et après avoir fait approcher de terre le vaisseau, ils nous firent tous débarquer. Ils emmenèrent ensuite le navire dans une autre île d'où ils étaient venus. Tous les voyageurs évitaient avec soin celle où nous étions alors, et il était très dangereux de s'y arrêter pour la raison que vous allez connaître. Mais il nous fallut prendre notre mal en patience. Nous nous éloignâmes du rivage, et en nous avançant dans l'île, nous trouvâmes quelques fruits et des herbes dont nous mangeâmes, pour prolonger le dernier moment de notre vie le plus qu'il nous était possible. Car nous nous attendions tous à une mort certaine, et en marchant, nous aperçûmes assez loin de nous un grand édifice vers lequel nous tournâmes nos pas. C'était un palais bien bâti et fort élevé, qui avait une porte d'ébène à 2 battants que nous ouvrîmes en la poussant. Nous entrâmes dans la cour et nous vîmes en face un vaste appartement avec un vestibule où il y avait d'un côté un monceau d'ossements humains et de l'autre une infinité de broches sarrôtières. Nous tremblâmes à ce spectacle, et comme nous étions fatigués d'avoir marché, les jambes nous manquèrent. Nous tombâmes par terre, saisis d'une frayeur mortelle, et nous y demeurâmes très longtemps immobiles. Le soleil se couchait, et tandis que nous étions dans l'état pitoyable que je viens de vous dire, la porte de l'appartement s'ouvrit avec beaucoup de bruit, et aussitôt nous en vîmes sortir une horrible figure d'homme noir de la hauteur d'un grand palmier. Il avait au milieu du front un seul œil rouge et ardent comme un charbon allumé. Les dents de devant, qu'il avait fort longues et fort aiguës, lui sortaient de la bouche, qui n'était pas moins fendue que celle d'un cheval, et la lèvre inférieure lui descendait sur la poitrine. Ses oreilles ressemblaient à celles d'un éléphant et lui couvraient les épaules. Il avait les ongles crochus et longs, comme les griffes des plus grands oiseaux. À la vue d'un géant si effroyable, nous perdîmes tous connaissance et demeurèrent comme morts. À la fin, nous revînmes à nous, et nous le vîmes assis sous le vestibule, qui nous examinait de tout son œil. Quand il nous eut bien considérés, il s'avança vers nous, et s'étant approché, il étendit la main sur moi, me prit par la nuque du cou, et me tourna de tous côtés comme un boucher qui manie une tête de mouton. Après m'avoir bien regardé, voyant que j'étais si maigre que je n'avais que la peau et les os, il me lâcha. Il prit les autres tour à tour, les examina de la même manière. Et comme le capitaine était le plus gras de tout l'équipage, il le tint d'une main, ainsi que j'aurais tenu un moineau, et lui passa une broche au travers du corps. Ayant ensuite allumé un grand feu, il le fit rôtir et le mangea à son souper dans l'appartement où il s'était retiré. Ce repas achevé, il revint sous le vestibule, où il se coucha et s'endormit en ronflant d'une manière plus bruyante que le tonnerre. Son sommeil dura jusqu'au lendemain matin. Pour nous, il ne nous fut pas possible de goûter la douceur du repos, et nous passâmes la nuit dans la plus cruelle inquiétude dont on puisse être agité. Le jour étant venu, le géant se réveilla, se leva, sortit et nous laissa dans le palais. Lorsque nous le crûmes éloigné, nous rompîmes le triste silence que nous avions gardé toute la nuit, et nous affligeant tous comme à l'envi l'un de l'autre, nous fîmes retentir le palais de plaintes et de gémissements. Quoique nous fussions en assez grand nombre, et que nous n'eussions qu'un seul ennemi, nous n'eûmes pas d'abord la pensée de nous délivrer de lui par sa mort.
Cette entreprise, bien que fort difficile à exécuter, était pourtant celle que nous devions naturellement former. Nous délibérâmes sur plusieurs autres parties, mais nous ne nous déterminâmes à aucun, et nous soumettant à ce qu'il plairait à Dieu d'ordonner de notre sort, nous passâmes la journée à parcourir l'île en nous nourrissant de fruits et de plantes comme le jour précédent. Sur le soir, nous cherchâmes quelque endroit où nous mettre à couvert, mais nous n'en trouvâmes point, et nous fûmes obligés, malgré nous, de retourner au palais. Le géant ne manqua pas d'y revenir et de souper encore d'un de nos compagnons. Après quoi, il s'endormit et ronfla jusqu'au jour, qu'il sortit, et nous laissa comme il avait déjà fait. Notre condition nous parut si affreuse que plusieurs de nos camarades furent sur le point d'aller se précipiter dans la mer plutôt que d'attendre une mort si étrange, et cela excitait les autres à suivre leurs conseils. Mais un de la compagnie prenant alors la parole, « Il nous est défendu, dit-il, de nous donner nous-mêmes la mort, et quand cela serait permis, n'est-il pas plus raisonnable que nous songions au moyen de nous défaire du barbare qui nous destine à un trépas si funeste ?» Comme il m'était venu dans l'esprit un projet sur cela, je le communiquai à mes camarades qui l'approuvèrent. « Mes frères, leur dis-je alors, vous savez qu'il y a beaucoup de bois le long de la mer. Si vous m'en croyez, construisons plusieurs radeaux qui puissent nous porter, et lorsqu'ils seront achevés, nous les laisserons sur le côté, jusqu'à ce que nous jugions à propos de nous en servir. Cependant, nous exécuterons le dessein que je vous ai proposé pour nous délivrer du géant. S'il réussit, nous pourrons attendre ici avec patience qu'il passe quelques vaisseaux qui nous retirent de cette île fatale. Et si au contraire nous manquons notre coup, nous gagnerons promptement nos radeaux et nous nous mettrons en mer. J'avoue, qu'en nous exposant à la fureur des flots sur de si fragiles bâtiments, nous courons risque de perdre la vie. Mais quand nous devrions périr, n'est-il pas plus doux de nous laisser ensevelir dans la mer que dans les entrailles de ce monstre qui a déjà dévoré 2 de nos compagnons ? Mon avis fut goûté de tout le monde, et nous construisîmes des radeaux capables de porter 3 personnes. Nous retournâmes au palais vers la fin du jour, et le géant y arriva peu de temps après nous. Il fallut encore nous résoudre à voir rôtir un de nos camarades. Mais enfin, voici de quelle manière nous nous vengeâmes de la cruauté du géant. Après qu'il eut achevé son détestable souper, il se coucha sur le dos et s'endormit. D'abord que nous l'entendîmes ronfler selon sa coutume, 9 des plus hardis d'entre nous, et moi, nous prîmes chacun une broche. Nous en mîmes la pointe dans le feu pour la faire rougir, et ensuite nous la lui enfonçâmes dans l'œil en même temps, et nous le lui crevâmes. La douleur que sentit le géant lui fit pousser un cri effroyable. Il se leva brusquement et étendit les mains de tous côtés pour se saisir de quelqu'un de nous, afin de le sacrifier à sa rage. Mais nous eûmes le temps de nous éloigner de lui et de nous jeter contre terre, dans des endroits où il ne pouvait pas nous rencontrer sous ses pieds. Après nous avoir cherchés vainement, il trouva la porte à tâtons et sortit, avec des hurlements épouvantables. Scheherazade n'en dit pas davantage cette nuit, mais la nuit suivante, elle reprit ainsi cette histoire. 76e nuit. Nous sortîmes du palais après le géant, poursuivit Sinbad, et nous nous rendîmes au bord de la mer, dans l'endroit où étaient nos radeaux. Nous les mîmes d'abord à l'eau, et nous attendîmes qu'il fît jour pour nous jeter dessus, supposé que nous vissions le géant venir à nous avec quelques guides de son espèce. Mais nous nous flattions que s'il ne paraissait pas, lorsque le soleil serait levé, et que nous n'entendissions plus ses hurlements, que nous ne cessions pas d'entendre, ce serait une marque qu'il aurait perdu la vie. Et dans ce cas, nous nous proposions de rester dans l'île et de ne pas nous risquer sur nos radeaux. Mais à peine fut-il jour que nous aperçûmes notre cruel ennemi, accompagné de 2 géants, à peu près de sa grandeur, qui le conduisaient, et d'un assez grand nombre d'autres encore qui marchaient devant lui, à pas précipités. À cet objet, nous ne balançâmes point à nous jeter sur nos radeaux, et nous commençâmes à nous éloigner du rivage à force de rames. Les géants qui s'en aperçurent se munirent de grosses pierres, accoururent sur la rive, entrèrent même dans l'eau jusqu'à la moitié du corps, et nous les jetèrent si adroitement qu'à la réserve du radeau sur lequel j'étais, tous les autres en furent brisés, et les hommes qui étaient dessus se noyèrent.
Pour moi et mes 2 compagnons, comme nous ramions de toutes nos forces, nous nous trouvâmes les plus avancés dans la mer et hors de la portée des pierres. Quand nous fûmes en pleine mer, nous devînmes le jouet du vent et des flots, qui nous jetaient tantôt d'un côté et tantôt d'un autre, et nous passâmes ce jour-là et la nuit suivante dans une cruelle incertitude de notre destinée. Mais le lendemain, nous eûmes le bonheur d'être poussés contre une île, où nous nous sauvâmes avec bien de la joie. Nous y trouvâmes d'excellents fruits qui nous furent d'un grand secours pour réparer les forces que nous avions perdues. Sur le soir, nous nous endormîmes sur le bord de la mer, mais nous fûmes réveillés par le bruit qu'un serpent, long comme un palmier, faisait de ses écailles en rampant sur la terre. Il se trouva si près de nous qu'il engloutit un de mes 2 camarades, malgré les cris et les efforts qu'il put faire pour se débarrasser du serpent, qui, le secouant à plusieurs reprises, l'écrasa contre terre et acheva de l'avaler. Nous prîmes aussitôt la fuite, mon autre camarade et moi. Et quoique nous fussions assez éloignés, nous entendîmes quelque temps après un bruit qui nous fit juger que le serpent rendait les os du malheureux qui l'avait surpris. En effet, nous les vîmes le lendemain, avec horreur. « Ô Dieu !» m'écriai-je, « à quoi sommes-nous exposés ? Nous nous réjouissions hier d'avoir dérobé nos vies à la cruauté d'un géant et à la fureur des eaux, et nous voilà tombés dans un péril qui n'est pas moins terrible. » Nous remarquâmes en nous promenant un gros arbre fort haut sur lequel nous projetâmes de passer la nuit suivante pour nous mettre en sûreté. Nous mangeâmes encore des fruits comme le jour précédent et à la fin du jour nous montâmes sur l'arbre. Nous entendîmes bientôt le serpent qui vint en sifflant jusqu'au pied de l'arbre où nous étions. Il s'éleva contre le tronc et rencontrant mon camarade qui était plus bas que moi, il l'engloutit tout d'un coup et se retira. Je demeurai sur l'arbre jusqu'au jour, et alors j'en descendis plus mort que vif. Effectivement, je ne pouvais attendre un autre sort que celui de mes 2 compagnons, et cette pensée me faisant frémir d'horreur, je fis quelques pas pour m'aller jeter dans la mer. Mais, comme il est doux de vivre le plus longtemps qu'on peut, je résistai à ce mouvement de désespoir et me soumis à la volonté de Dieu qui dispose à son gré de notre vie. Je ne laissai pas toutefois d'amasser une grande quantité de menus bois, de ronces et d'épines sèches. J'en fis plusieurs fagots que je liai ensemble, après en avoir fait un grand cercle autour de l'arbre. Et j'en liai quelques-uns en travers, par-dessus, pour me couvrir la tête. Cela étant fait, je m'enfermai dans ce cercle à l'entrée de la nuit, avec la triste consolation de n'avoir rien négligé pour me garantir du cruel sort qui me menaçait. Le serpent ne manqua pas de revenir et de tourner autour de l'arbre, cherchant à me dévorer. Mais il n'y put réussir, à cause du rempart que je m'étais fabriqué, et il fit en vain, jusqu'au jour, le manège d'un chat qui assiège une souris dans un asile qu'il ne peut forcer. Enfin, le jour étant venu, il se retira, mais je n'osais sortir de mon fort que le soleil ne parut. Je me trouvais si fatiguée du travail qu'il m'avait donné, j'avais tant souffert de son haleine empestée, que la mort me paraissant préférable à cette horreur, je m'éloignai de l'arbre. Et sans me souvenir de la résignation où j'étais le jour précédent, je courus vers la mer, dans le dessein de m'y précipiter, la tête la première. À ces mots, Scheherazade, voyant qu'il était jour, cessa de parler. Le lendemain, elle continua cette histoire et dit au sultan. 77e nuit. Sire, Sindbad poursuivant son 3e voyage. Dieu, dit-il, fut touché de mon désespoir. Au moment où j'allais me jeter dans la mer, j'aperçus un navire assez éloigné du rivage. Je criai de toute ma force pour me faire entendre, et je dépliai la toile de mon turban pour qu'on me remarquât. Cela ne fut pas inutile. Tout l'équipage m'aperçut et le capitaine m'envoya la chaloupe. Quand je fus à bord, les marchands et les matelots me demandèrent avec beaucoup d'empressement par quelle aventure je m'étais trouvée dans cette île déserte. Et après que je leur eus raconté tout ce qui m'était arrivé, les plus anciens me dirent qu'ils avaient plusieurs fois entendu parler des géants qui demeuraient dans cette île, qu'on leur avait assuré que c'étaient des anthropophages et qu'ils mangeaient les hommes crus aussi bien que rôtis. À l'égard des serpents, ils ajoutèrent qu'il y en avait en abondance dans cette île,
qu'ils se cachaient le jour et se montraient la nuit. Après qu'ils m'eurent témoigné qu'ils avaient bien de la joie de me voir échapper à tant de périls, comme ils ne doutaient pas que je n'eusse besoin de manger, ils s'empressèrent de me régaler de ce qu'ils avaient de meilleur. Et le capitaine, remarquant que mon habit était tout en lambeaux, eut la générosité de m'en faire donner un des siens. Nous courûmes la mer quelque temps. Nous touchâmes à plusieurs îles et nous abordâmes enfin à celle de Salhat, d'où l'on tire le sandal, qui est un bois de grand usage dans la médecine. Nous entrâmes dans le port et nous y mouillâmes. Les marchands commencèrent à faire débarquer leurs marchandises pour les vendre ou les échanger. Pendant ce temps-là, le capitaine m'appela et me dit « Frère, j'ai en dépôt des marchandises qui appartenaient à un marchand qui a navigué quelque temps sur mon navire. Comme ce marchand est mort, je l'ai fait valoir pour en rendre compte à ses héritiers lorsque j'en rencontrerai quelqu'un. » Les ballots dont il entendait parler étaient déjà sur le tillac. Il me les montra en disant « Voilà les marchandises en question. J'espère que vous voudrez bien vous charger d'en faire commerce, sous la condition du droit dû à la peine que vous prendrez. » J'y consentis, en le remerciant de ce qu'il me donnait l'occasion de ne pas demeurer oisif. L'écrivain du navire enregistrait tous les ballots avec les noms des marchands à qui ils appartenaient. Comme il eut demandé au capitaine sous quel nom il voulait qu'il enregistrât ceux dont il venait de me charger, « Écrivez, lui répondit le capitaine, sous le nom de Sinbad le marin. » Je ne pus m'entendre nommer sans émotion. Et envisageant le capitaine, je le reconnus pour celui qui, dans mon second voyage, m'avait abandonné dans l'île où je m'étais endormi au bord d'un ruisseau et qui avait remis à la voile sans m'attendre ou me faire chercher. Je ne me l'étais pas remis d'abord à cause du changement qui s'était fait en sa personne depuis le temps que je ne l'avais vu. Pour lui, qui me croyait mort, il ne faut pas s'étonner s'il ne me reconnut pas. « Capitaine, lui dis-je, est-ce que le marchand à qui étaient ces ballots s'appelait Sinbad ?»« Oui, me répondit-il. Il se nommait de la sorte. Il était de Bagdad et s'était embarqué sur mon vaisseau à Balsora. Un jour que nous descendîmes dans une île pour y faire de l'eau et prendre quelques rafraîchissements, je ne sais par quelle méprise je remis à la voile, sans prendre garde qu'il n'était pas embarqué avec les autres. Nous ne nous en aperçûmes, les marchands et moi, que 4 heures après. Nous avions le vent en poupe et si frais qu'il ne nous fut pas possible de revirer de bord pour aller le reprendre. « Vous le croyez donc mort ?» repris-je. « Assurément, repartit-il. »« Eh bien, capitaine, lui répliquai-je, ouvrez les yeux et connaissez ce Sinbad que vous laissâtes dans cette île déserte. Je m'endormis au bord d'un ruisseau et quand je me réveillai, je ne vis plus personne de l'équipage. » À ces mots, le capitaine s'attacha à me regarder. Scheherazade, en cet endroit, s'apercevant qu'il était jour, fut obligée de garder le silence. Le lendemain, elle reprit ainsi le fil de sa narration. 78e nuit. Le capitaine, dit Sinbad, après m'avoir fort attentivement considéré, me reconnut enfin. « Dieu soit loué !» s'écria-t-il en m'embrassant. « Je suis ravi que la fortune ait réparé ma faute. Voilà vos marchandises, que j'ai toujours pris soin de conserver et de faire valoir dans tous les ports où j'ai abordé. Je vous les rends avec le profit que j'en ai tiré. » Je les pris, en témoignant au capitaine toute la reconnaissance que je lui devais. De l'île de Salahat, nous allâmes à une autre, où je me fournis de clous de girofle, de cannelle et d'autres épiceries. Quand nous nous fûmes éloignés, nous vîmes une tortue qui avait 20 coudées en longueur et en largeur. Nous remarquâmes aussi un poisson qui tenait de la vache. Il avait du lait, et sa peau est d'une si grande dureté qu'on en fait ordinairement des boucliers. J'en vis un autre qui avait la figure et la couleur d'un chameau. Enfin, après une longue navigation, j'arrivai à Balsora, et de là, je revins en cette ville de Bagdad avec tant de richesses que j'en ignorais la quantité. J'en donnai encore aux pauvres une partie considérable et j'ajoutai d'autres grandes terres à celles que j'avais déjà acquises. Sinbad acheva ainsi l'histoire de son 3e voyage. Il fit ensuite donner 100 autres sequins à Hindbad en l'invitant au repas du lendemain et au récit du 4e voyage. Hindbad et la compagnie se retirèrent et le jour suivant étant revenu, Sinbad prit la parole sur la fin du dîner et continua de raconter ses aventures. 4e voyage de Sinbad le marin.
Les plaisirs, dit-il, et les divertissements que je pris après mon 3e voyage n'eurent pas des charmes assez puissants pour me déterminer à ne pas voyager davantage. Je me laissais encore entraîner à la passion de trafiquer et de voir des choses nouvelles. Je mis donc ordre à mes affaires, et ayant fait un fonds de marchandises de débit dans les lieux où j'avais dessein d'aller, je partis. Je pris la route de Perse, dont je traversais plusieurs provinces, et j'arrivai à un port de mer où je m'embarquai. Nous mîmes à la voile, et nous avions déjà touché à plusieurs ports de terre ferme et à quelques îles orientales, lorsque, faisant un jour un grand trajet, nous fûmes surpris d'un coup de vent, qui obligea le capitaine à faire amener les voiles et à donner tous les ordres nécessaires pour prévenir le danger dont nous étions menacés. Mais toutes nos précautions furent inutiles. La manœuvre ne réussit pas bien. Les voiles furent déchirées en 1000 pièces, et le vaisseau, ne pouvant plus être gouverné, donna sur des récifs et se brisa, de manière qu'un grand nombre de marchands et de matelots se noya, et que la charge périt. Scheherazade en était là quand elle vit paraître le jour. La nuit suivante, elle reprit en ces termes. Bienvenue à la ressourcerie de l'écrivain et sur le 9e vlog lecture sur les 1001 nuits. Là, on arrive à peu près à la moitié du premier volume parce qu'on est à 49% de lecture. Je vous préviens juste que le vlog lecture suivant, ça va couvrir les voyages 4 à 7 de Sinbad. Et comme après ça enchaîne sur autre chose, ça sera un peu plus long. Là, j'ai lu 40 pages et le vlog lecture suivant, ça sera une 50aine, donc je pense qu'il y aura bien 10 bonnes minutes de plus. On verra. Le 7e voyage, il est quand même bien long, j'ai regardé. J'ai voulu couper un petit peu avant, mais comme on part sur autre chose ensuite, j'ai l'impression qu'on revient sur Haroun al-Rachid et Giafar. Si je ne me trompe pas, c'était les invités de Zobéide et de ses sœurs, si je ne me trompe pas. Parce que comme je lis plein de trucs en même temps, je commence un petit peu à ramer, donc vous m'excuserez. Du coup, on a voyagé, on a fait 3 voyages avec Sinbad. Mon dernier enregistrement, ça remonte pas mal, donc je me souviens juste que Inbad avec un H, ça s'écrit pareil, hein. C'est juste que Inbad c'est avec un H, Sinbad c'est avec un S. Donc Inbad, c'est un porteur qui devait se plaindre qu'il avait un boulot un petit peu trop difficile et devant les fenêtres de chez Sinbad, et je crois que c'était un serviteur de Sinbad qui avait dit allez viens, on va te requinquer un petit peu, là c'est la maison de Sinbad le marin, etc. patati patata. Il me semble bien que c'était ça le démarrage de l'excuse entre guillemets de raconter les histoires des voyages de Sinbad le marin. Donc on trouve 2 nouvelles créatures dans le bestiaire parce que on a eu donc de nouveau le roc. Donc c'est une créature fantastique, j'ai l'impression que c'est un phénix oriental, un truc comme ça, mais c'est pas fait de notion, il n'y a pas de notion de feu, j'ai pas vérifié encore. Mais à la diffusion normalement de ce vlog lecture, vous aurez déjà eu ma toute première vidéo thématique sur les 1001 nuits, donc c'est les 1001 nuits des origines à leur diffusion en France. Donc là c'est l'histoire avec un grand H des 1001 nuits. Mais bref, le roc, on en a déjà entendu parler, je ne sais plus où, mais on en a déjà entendu parler et je trouvais ça assez intéressant. Alors par contre, dans l'île aux serpents, là, quand Sinbad il est dans la fosse et qu'il y a des marchands qui ont chacun un nid d'aigle énorme et qui vont balancer de la bidoche pour que les diamants ils s'accrochent à la bidoche et que les aigles les remontent, j'ai trouvé ça ridicule. Non mais c'était vraiment trop con. Non mais franchement mais là on est vraiment dans l'aspect conte où on est sur quelque chose qui relève en fait de l'absurde. Et après c'est pas inintéressant, hein. Franchement c'est pas inintéressant du tout. Je reviens au bestiaire. On a le roc, donc l'oiseau énorme.
On a eu les serpents qui sont gigantesques. Je vais revenir dessus parce qu'il y a un truc que je trouve un motif con, mais c'est parce qu'on est dans les contes. On a eu des nains, ou peut-être des pygmées qui avaient le poil roux, 2 pieds de haut, c'est pas bien grand. Hein. 2 pieds de haut, je sais pas, c'est du 50 cm, un truc comme ça. C'est pas très haut. Mais l'histoire du poil roux, je me demande si ça peut pas être des légendes qui viennent de Bornéo, de Laurent-Houtan et compagnie. C'est juste une théorie comme ça en passant spontanément, donc j'en sais rien. Donc on a des nains. On a des cyclopes. Alors là, grosse vibe de Polyphème, Ulysse et Polyphème. Si vous vous souvenez, si vous connaissez l'Odyssée d'Ulysse, il y a d'abord l'Iliade, c'est quand Ulysse reste 10 ans lors de la guerre de Troie en état de siège avec les Grecs, donc les Grecs qui assiègent la ville de Troie. Ulysse reste là-bas 10 ans. L'Odyssée, c'est Ulysse met 10 ans à quitter Troie une fois que la guerre est terminée et à revenir à Ithaque. Parce qu'il a un petit peu contrarié Poséidon, le dieu des mers, en crevant l'œil de Polyphème, le cyclope, qui est sur une île où il a des moutons. Je crois même qu'il a la toison d'or. Je me demande si je dis pas des bêtises parce que j'ai lu ça dans Percy Jackson. Je suis très mythologie ces temps-ci. Mais bref, Ulysse, comme il a plusieurs compagnons qui se sont fait boulotter, il crève l'œil de Polyphème. Alors qu'ils étaient, enfermés dans sa caverne. Polyphème relâche ses moutons le lendemain et Ulysse et ses compagnons en fait sont en dessous des moutons, agrippés à la toison pour essayer de se barrer. Et il y a vraiment une grosse inspiration. Donc j'ai posé une question comme ça à Claire qui me disait que la mythologie grecque est sans doute antérieure, donc peut-être que ce sont des récits qui voyagent aussi. Je trouve ça chouette, c'est top, c'est super intéressant. Et avec une autre coloration du coup, parce que bon là on a des nains, le cyclope n'est pas tout seul. Et enfin, après l'île avec le cyclope, quand il se retrouve sur l'île aux serpents avec juste 2 compagnons et qu'il les laisse se faire boulotter. Ah, et il y avait l'histoire du palais aussi, non, c'était chez le cyclope. C'était, on ne trouve pas d'endroit confortable pour s'abriter pour la nuit, retournons dans le palais où le géant il bouffe les gens. Ben oui, enfin. Enfin, je sais pas, moi, je dormirais sur la plage ou je me trouverais une toute petite grotte où l'énorme géant ne peut pas glisser la main pour me choper et me bouffer. Surtout que, vu le poids que je fais, je serais la première. Du coup, je serais peut-être déjà morte. Enfin bref, je serais morte rôtie, ce qui est une mort comme une autre. Mais là, on frôle le Darwin Award, hein, je trouve, avec Sinbad et ses compagnons qui retournent dans le palais s'abriter parce que la flemme de dormir quelque part à un endroit qui n'est pas confortable. Donc j'ai trouvé ça assez drôle. Je sais pas s'il y a... en fait, il y a une réflexion qui me vient aussi. J'ai l'impression qu'il y a vraiment une culture du conte aussi dans ces pays-là. Donc Sinbad le marin né à Bagdad, donc si je ne me trompe pas, c'est l'Irak. Zobéide, tout le monde racontait son histoire. Là, Sinbad raconte son histoire à sa compagnie, à Inbad qu'il a invité. Il y a une culture de l'oralité, ce qui est assez logique parce que je pense que très peu de gens étaient lettrés. Et du coup, forcément, on a une culture de l'oralité, surtout à des périodes où les livres concernaient une élite, donc une frange de la population qui devait être très très restreinte. Et les livres, il n'y en avait pas tant que ça, parce qu'il fallait les copier à la main, donc c'était un peu comme, j'imagine, comme les moines à notre époque, qui recopiaient tout à la main avec les enluminures, etc. Ce qui fait que la culture en fait ne concernait qu'un nombre très restreint de personnes et que l'oralité était la règle.
je dis peut-être des bêtises, hein, mais c'est un peu les impressions que j'ai sur, enfin historiques sur la transmission de la culture de l'époque. Et que ça faisait aussi sans doute un petit peu... Bon, c'est une expression de circonstance, vu que c'est les mille et une nuits, mais un peu le téléphone arabe. C'est-à-dire qu'un conte va être raconté à tel endroit, il va être transmis d'oreille à bouche, etc. Et le récit va changer. Ce qui se fait également, parce que j'ai quand même pas mal lu de contes bretons, et en fait d'un patelin à l'autre, les contes, il y a des trucs qui bougent. Mais parce que ils sont peut-être aussi imprégnés de la personnalité du conteur, etc. Il y a aussi la coloration de la religion ensuite, enfin bref. Bah, du coup, je suis assez contente d'embarquer comme ça sur les voyages de Sinbad le marin. Alors honnêtement, je crois que je vous avais dit dans le dernier vlog lecture, ce que je me suis plantée d'ailleurs, parce que là j'ai été farfouiller un peu plus loin. Il n'y a que 7 voyages pour Sinbad le marin, donc ça sera que 2 vlogs lecture. Parce qu'après, comme je vous l'ai dit, on retourne sur Haroun al-Rachid, le calife, et son vizir, Giafar, qui sont tous les deux des personnages historiques, mais qui sont là, qui vont avoir un rôle autre, qui ne sera pas historique. Ça va être très romancé, j'imagine. Et donc j'ai jeté un œil comme ça. C'est à partir de la nuit 90 qu'on arrive sur des histoires autour de Giafar et d'Haroun al-Rachid. Je suis allée jusqu'à la nuit 105, ce qui peut faire à la louche un gros vlog lecture. Et on est toujours chez eux. Et après, ça va être des nuits qui seront beaucoup plus courtes et il y aura pas mal de petits contes aussi. Enfin, des contes qui vont être résolus en une ou deux nuits. Donc voilà où j'en suis. Alors je pense que la prochaine vidéo thématique que je ferai sur les mille et une nuits, ça va concerner le bestiaire parce que là on commence à avoir du monde. Il faudra que je farfouille dans les notes que j'ai faites. Mais là je vais noter tout de suite sur le post-it qu'on a des cyclopes, des nains, de nouveau le roc, les serpents qui sont gigantesques, etc. Donc là je vais commencer à farfouiller là-dessus parce que je trouve ça intéressant d'aller creuser un petit peu les créatures fantastiques, merveilleuses, mythologiques qui viennent d'autres contrées parce qu'à part les djinns, j'en connais pas beaucoup en fait, des créatures du Maghreb ou de l'Orient, du Moyen-Orient, etc. Donc à voir, voilà. Donc j'espère que ça vous plaît toujours. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire comme d'habitude et je vous souhaite une bonne nuit, meilleure que celle qu'a passé Sinbad dans son arbre entouré d'épines. C'était marrant ça. Allez, à bientôt, rêvez tout grand.